Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. De Lisa Dufaux. Et de Florian Dai. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire un peu les sujets que vous avez choisis pour cette émission ? Moi, je vais vous parler de nature et aussi de ville. En fait, des oiseaux, des nids d'oiseaux dans la ville. Eh bien, moi, je vais vous emmener faire un voyage dans le temps, jusqu'à 350 ans plus tôt, avec la traduction en mandarin, qui a été publiée donc juste cette semaine, d'un récit de voyage par un soldat suisse qui était employé par la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Donc, qui raconte son voyage à Taïwan. Oui, vous pourrez voir des photos de l'ouvrage original sur notre compte Facebook d'ailleurs, qui a été publié ce jeudi. Donc voilà, si vous voulez avoir aussi des photos en plus de ce récit, voilà. Et moi de mon côté, je vais vous parler du premier lycée basé sur l'apprentissage à travers l'intelligence artificielle du Nouveau Taipei. D'accord, eh ben, qui veut commencer ? Allez, je me dévoue. Vas-y. Alors, je voulais vous parler d'une petite exposition qui se tient en ce moment au parc créatif de Huashan à Taipei, qui est consacrée aux nids d'oiseaux dans les contextes urbains et qui est organisée par la Fondation des Amis du Parc Forestier de Da'an. Je ne sais pas si vous saviez que ça existe. Je crois que j'ai déjà entendu parler, pour être honnête, vraiment. Ouais. Je ne connaissais pas la fondation, mais j'ai vu l'exposition. Ah. Alors, l'exposition présente les nids qui sont parfois très originaux de différents oiseaux qu'on trouve en ville à Taïwan, et notamment celui de la pie de Formose, qui est la pyrrole de Formose, l'animal emblématique de l'île. Donc, on peut en trouver sur des croix d'église, sur des panneaux de signalisation, sur les murs ou encore les cheminées du parc Huashan. Moi, personnellement, je ne les ai pas vus, mais bon, apparemment, je voyais plus en montagne. En fait, en 2023, un nid de pyrrole de Formose construit avec des cintres a été découvert près du collège de Donghu, dans l'arrondissement de Neihu. Et selon les observations, les pyrroles avaient mis environ 1 mois pour le terminer, en installant d'abord des cintres au niveau de l'embranchement d'un arbre, jusqu'à faire une forme de disque, puis en ajoutant des branches plus épaisses pour ajouter un peu de densité, et enfin des brindilles pour faire un nid douillet. Et comme les pyrroles de Formose ne réutilisent en général pas le même nid, mais en fait, ça peut dépendre des différentes pies, mais la pyrrole plutôt pas. Et donc, les professeurs et les élèves du collège ont récupéré le nid pour le préserver. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'il y a eu l'exposition, parce que c'est vraiment une pièce maîtresse de l'exposition. Ensuite, il y a un énorme nid d'au moins 200 cintres, mais cette fois un nid de pie, pas de pyrrole, de pie, des Pica serica, qui a été trouvé en 2024 dans l'arrondissement de Zhongshan à Taipei. Donc c'est un nid qui fait environ 1,10 m de diamètre, avec plusieurs entrées secrètes qui mènent à l'intérieur, et toutes sortes de pièces de tissu, notamment des torchons, des chaussettes, des sous-vêtements féminins, qui ont été retrouvés aux alentours et dans le nid, laissant penser qu'elles sont tombées des cintres lorsqu'elles ont été volées par les pies. Donc les observateurs se sont demandé si les pies utilisaient ces cintres parce que les matériaux naturels manquent dans leur environnement, mais apparemment c'est pas vraiment ça. Et il y a tout ce qu'il faut en matière de branches et d'autres matériaux naturels, mais les pies ont sans doute trouvé que les cintres faisaient des matériaux solides pour leur nid, en plus d'être disponibles de manière abondante, ce qui prouve leur capacité à s'adapter et à choisir les matériaux les plus appropriés pour leur nid. Ensuite, on découvre les nids du martin huppé de Taïwan, le guanbage, un oiseau natif de Taïwan, mais qui n'est pas si facile de rencontrer et qui est d'ailleurs une espèce protégée. Alors cet oiseau a l'habitude de faire son nid dans des objets construits par l'homme, comme par exemple des canons, des chars sur l'archipel de Kinmen, ou encore sur les feux rouges dans les carrefours. A l'inverse, le barbu de Formose, le Huseniao, l'oiseau aux 5 couleurs, donc c'est vraiment un oiseau endémique de Taïwan qui est magnifique avec un plumage aux 5 couleurs, donc comme son nom l'indique. Il fait son nid dans les creux des arbres, soit des trous qui existent déjà, soit des trous qu'il creuse lui-même. Il y a ensuite le hautour huppé, le Fengtou-ing, qui est un rapace diurne que l'on retrouve dans les forêts, dans les zones de plaine tropicale ou dans les régions subtropicales de collines ou de montagnes, et de temps en temps dans les zones boisées qui bordent les villages, les terres cultivées et les jardins botaniques. Alors ce rapace construit un nid volumineux avec des morceaux de bois,
Après qu'il a utilisé pendant plusieurs années consécutives, le nid peut atteindre 50 cm de diamètre et jusqu'à 30 cm de profondeur. Il est placé entre 9 et 13 mètres au-dessus du sol, sur une branche bien feuillue. Alors une caméra a été installée au parc forestier de Da'an, où cet oiseau aime venir pour se reproduire et couver ses œufs. Des membres de l'association des Amis du Parc de Da'an viennent chaque année pendant la saison de reproduction pour observer les hautours huppés et pour installer des caméras et diffuser en direct sur YouTube les nids des hautours huppés. Donc par exemple, une femelle était devenue une sorte de star de YouTube pendant plusieurs années. Elle était surnommée la reine de Da'an. Mais malheureusement, elle a été percutée par une voiture en juin 2022 en traversant la route, mettant fin à cette légende. C'est triste. Et on retrouve aussi dans l'exposition le capucin damier, le Panwen Niao en mandarin, qui construit de manière très méticuleuse des nids de forme sphérique faits de brins d'herbe, avec une petite entrée et un toit pour le protéger de la pluie et du vent. Et ils doivent être quand même solides parce qu'ils peuvent abriter entre 4 et 10 œufs en même temps. Mais malgré ça, cet oiseau n'a pas recours à des matériaux artificiels pour les rendre plus solides. Donc ça dépend vraiment des oiseaux. J'en avais vu aussi qu'il y avait parfois des mélanges entre des brindilles et puis des petits bouts de plastique, peut-être des emballages de baguettes par exemple, de restaurants, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment un peu tous les déchets ou des objets trouvés n'importe où en ville. Sinon, en matière de nid original, on peut citer le chama à croupion blanc, le Baiao Chuechu, originaire du sud-est asiatique, qui est réputé pour être un des plus beaux oiseaux chanteurs de l'Asie, mais aussi pour imiter le cri d'autres oiseaux. Alors la femelle construit un nid dans les buissons, dans les forêts de bambou ou encore dans un trou abandonné par un pic. Et le nid est constitué de racines, de feuilles, de fougères, de tiges végétales. Et à Taïwan, on a retrouvé des nids de chama à croupion blanc dans des endroits vraiment incongrus, comme par exemple dans des boîtes à gants de scooter, dans des casques de moto, dans des bottes de pluie, des arrosoirs ou encore même des boîtes de conserve vides. Et enfin, l'exposition explore aussi les nids d'espèces qui ont été introduites par l'homme à Taïwan et qui sont devenues au fil du temps des espèces envahissantes, comme par exemple les tourneaux à cou noir, le Hei Jing Liang Niao, dont le nid ressemble à une pile de détritus remplis de toutes sortes de fils plastiques, de fibres de coton, des sacs plastiques, des morceaux de papier, des masques de beauté même, ou encore des sous-vêtements. Donc c'est peut-être celui que tu as vu. Peut-être aussi, ouais. Et aussi dans la catégorie des espèces envahissantes, on retrouve le Mina javanais, ou martin à ventre blanc, originaire d'Asie du Sud-Est, qui s'est très bien adapté à l'environnement urbain de Taipei en établissant des nids dans les poteaux de signalisation ou encore dans les gouttières. Et il y a encore plein d'oiseaux et d'autres styles de nids à découvrir dans l'exposition, donc même si c'est une toute petite expo, ça vaut peut-être le coup d'y faire un tour si vous passez par Huashan. Personnellement, moi, ça m'a donné envie d'un peu plus, lever la tête, regarder autour de moi pour voir s'il y a des choses comme ça dans l'environnement. Et en passant ce matin pour aller au métro dans la rue, j'ai trouvé un nid de mésange sur une caméra de surveillance. C'est vrai qu'il y en a aussi parfois des nids d'hirondelles juste à côté de chez moi aussi. C'est ça, un nid d'hirondelle, excuse-moi. Ouais. Il y en a beaucoup dans les rues qui sont couvertes en fait. Les rues couvertes, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'était dans une allée couverte. Et vraiment, la caméra de surveillance bien ronde et puis le nid... Ça fait un bon support. Et le comble, moi, c'est là où j'en ai vu le plus, c'est sous les arcades de Dataochen, où ils vendent des nids d'hirondelles, justement. Ah oui. Pas les mêmes, mais... Non, pas les mêmes, mais bon. Et c'est quand même assez marrant, le paradoxe. C'est vrai. Voilà. Et est-ce qu'on passe à la traduction du... Oui, ça m'intéresse beaucoup. En allemand ancien, c'est ça. Hein. C'est ça, oui. Donc en fait, c'est la Bibliothèque nationale de Taïwan qui a annoncé cette semaine la publication de cette traduction en mandarin intégrale d'un ouvrage vieux de 350 ans qui documente donc Taïwan au XVIIe siècle. Il était publié pour la première fois en 1669 sous le titre, donc traduit en français, « Brève description d'un voyage de 9 ans dans les Indes orientales ». Je vous fais grâce de l'allemand. Je ne saurais pas comment le prononcer à cette époque. Mais donc, c'est un ouvrage qui était rédigé par Albrecht Herport, donc peintre et soldat suisse employé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qu'on appelle aussi VOC pour ses initiales
Verenigde Oostindische Compagnie, donc, qui était présente à Taïwan. Pour rappel, elle avait construit le fort Zelandia entre 1624 et 1634 dans l'actuelle ville de Tainan, au sud de Taïwan. Et puis elle était présente aussi dans une partie de l'Inde, notamment l'Indonésie aussi était sous contrôle de cette compagnie des Indes orientales. Et donc ce fort Zelandia était un peu le centre administratif et commercial de la présence néerlandaise à Taïwan. Et c'était aussi un point stratégique entre la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-Est. Et ce fort Zelandia a été repris par Zheng Chenggong ou Koxinga, qui est un pirate et général chinois fidèle à la dynastie Ming, qui a expulsé les Néerlandais de Taïwan en 1662. Pour remettre un petit peu tout le contexte de ce livre, donc, qui retrace le voyage donc, de l'auteur depuis Amsterdam vers le Cap de Bonne-Espérance, ensuite Batavia, qui est l'actuelle Jakarta en Indonésie, et puis à Taïwan, et en Inde du Sud et à Ceylan aussi. Et 69 pages de l'ouvrage sont consacrées à Taïwan en particulier, donc les productions locales, la diversité des communautés autochtones, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est la directrice de la bibliothèque, Cao Tsueying, qui a présenté un petit peu cet ouvrage et cette traduction lors de la cérémonie du lancement du livre cette semaine. Elle a précisé que c'est à la fois donc un journal de voyage, un document d'histoire militaire, de géographie et d'ethnographie, puisque Airport décrit les îles et territoires qu'il trouve. Donc il y a aussi les descriptions des coutumes, des religions des habitants, des fruits, des animaux sauvages, des ressources locales, et puis de plusieurs sièges et batailles. Et donc l'ouvrage contient notamment des témoignages de première main sur le fort Zelandia, qui est connu aujourd'hui sous le nom du fort Anping. Et il y a 9 gravures sur cuivre qui offrent des précieuses archives historiques et visuelles de l'époque sur l'habillement, des détails militaires, l'apparence du fort, et puis des scènes de siège et des représentations aussi des soldats de Koxinga. Qui sont reproduites dans le livre ? Qui sont reproduites dans le livre, okay. Qu'on peut voir justement. Et il y a aussi des cartes et vues panoramiques de Formose, donc Taïwan à l'époque. D'accord. Et du coup, le texte, il existe en français et... Il n'existe pas en français. Il n'existe pas en français ? Parce que tu as lu le titre Voyage de 9 ans, je me suis dit... C'est juste une traduction du titre. D'accord, donc c'est en allemand. Oui, c'est en allemand, tu as dit, pardon. Oui, l'original... Et il y a une version en anglais, sinon ? Alors, je n'en ai pas connaissance, en tout cas pas une version complète en anglais. Le texte original, il est en haut allemand, donc à l'origine c'est un allemand qui était plutôt parlé dans les régions montagneuses germanophones, mais de l'époque... Ça va être compliqué en allemand. Ouais, c'est ça, parce que c'est du XVIIe siècle, donc avec une orthographe qui n'est pas encore standardisée, un vocabulaire aussi maritime et militaire ancien, très précis, des noms propres néerlandais, portugais et asiatiques qui sont traduits phonétiquement ou transcrits phonétiquement, donc ça demandait plusieurs spécialistes pour reconnaître, j'imagine. Donc c'est une équipe qui était dirigée par la professeure Zhang Shouhui de l'université Wenzhou, l'université des langues qui est à Kaohsiung, avec la participation aussi du professeur associé André Martins et des professeurs assistants Zhou Xin et Ingo Tam. Donc c'est une équipe multilinguiste et multiculturelle pour traduire ce livre, et la traduction a pris plus d'1 an. Et ils insistent aussi sur le fait que c'est un ouvrage qui est vraiment important parce que il place Taïwan sur la scène mondiale depuis l'époque des grandes découvertes en fait, et donc c'est aussi une manière de remettre l'accent sur cette importance de Taïwan déjà à l'époque. Je trouve que plus d'1 an c'est pas beaucoup pour faire une traduction comme ça. Non, en fait le projet a commencé il y a 3 ans, mais la traduction n'a pas démarré directement, mais voilà, c'était un petit peu en préparation depuis plus longtemps que ça, effectivement. Mais du coup, en mandarin, ça doit être quand même vraiment dur à comprendre avec tous ces termes anciens. Je sais pas, j'ai pas regardé le texte mandarin moderne. Je pense que ça a été quand même fait pour que ce soit plus accessible, avec probablement beaucoup de notes de traduction et d'édition pour compléter le contexte. Le manuscrit original était exposé lors de l'événement. C'est un original qui a été conservé dans des bibliothèques à la fois à Taïwan et en Europe. Et en fait, le texte il a été intégralement traduit en néerlandais en 1670, donc l'année suivant sa première publication. Okay.
Et cette édition chinoise est la première traduction complète qui est publiée depuis ce moment-là. Waouh. Donc il n'a pas été traduit intégralement dans d'autres langues, même s'il y a eu des passages qui ont été traduits. Et en chinois, par exemple, il y avait une traduction partielle qui ne couvrait que la section taïwanaise du texte, qui avait été publiée sous le titre de Journal de voyage à Taïwan, Taiwan Lu Xingji, en 1956. D'accord. Donc ça date quand même déjà, mais en fait, la publication de cette traduction s'inscrit aussi dans le regain qu'on voit en ce moment, le regain d'intérêt, pour l'histoire coloniale néerlandaise de Taïwan, avec notamment la célébration des 400 ans de relations entre les Pays-Bas et Taïwan, soi-disant, autre manière de dire la colonisation néerlandaise de Taïwan. Les échanges, voilà. La richesse des échanges. Et c'était beaucoup mis en avant en 2024 pour justement les 400 ans de ces échanges. Et c'est un peu poursuivi aussi dans une moindre mesure cette année avec l'Espagne, qui était présente à Keelung il y a 400 ans cette année. Et donc voilà, cette publication s'inscrit aussi un petit peu dans cette veine de publication et de recherche autour de la présence européenne à Taïwan à ce moment-là. Ok, ça donne envie d'aller lire. Je sais pas, qu'est-ce qui est le plus facile à lire, si c'est l'ancien allemand, le haut allemand, ou bien le mandarin moderne, ou le néerlandais. Je vais d'abord chercher s'il y a une version en anglais. Oui, apparemment non, c'est ça. Apparemment non, ou en tout cas pas de version complète. Il y a peut-être... une version anglaise du manuscrit de 1956, juste de la partie... de certaines parties, là je sais pas, il faudrait faire plus de recherches pour savoir ça. Oui. Peut-être qu'il y a aussi des versions plus annotées, ou bien des études autour de ce texte-là qui ont été publiées. Je pense des extraits, des thèses. En anglais, en néerlandais, dans d'autres langues. Dans des travaux de traduction, mais plus ciblés pour des étudiants, ce genre de choses, mais peut-être pas quelque chose d'ostentatoire, on va dire. Oui, peut-être pas la traduction de l'ensemble du texte original, mais des études qui se basent dessus aussi. Il y a probablement quelque chose. Et maintenant, il y en aura encore plus avec cette publication-là. Bon, on est prêt pour la version en français bientôt, c'est ça, hein? Je sais pas pourquoi tu dis ça en me regardant, c'est pas moi qui vais le retraduire. Je ne parle pas l'allemand et je pense que si une version en français doit être publiée, ça devrait être à partir de l'original, plus que de la traduction en mandarin. Ouais. Donc là, oui, donc tu n'auras pas les compétences pour le faire. Donc. Mais bon, en tout cas, à voir. Si peut-être vous êtes, au lycée qui utilise l'IA, voilà, ils vont pouvoir faire quelque chose comme ça. En tout cas, ils auront des outils puisque c'est ce dont on va parler maintenant. Hein. C'est donc un nouveau lycée, et le premier lycée du nouveau Taipei a utilisé un mode d'enseignement à travers l'IA. Et donc, il faut savoir déjà que c'est pas le premier lycée de Taïwan. Hein. Ces dernières années, l'île accélère massivement l'intégration de l'intelligence artificielle dans son système éducatif. Et ça a pour objectif de préparer les élèves à un monde où l'IA fera partie intégrante du quotidien, du travail, et par conséquent aussi... ça devait arriver à un moment ou à un autre, mais le plus tôt possible, dans les salles de classe. Alors, c'est un programme soutenu par le ministère taïwanais des Sciences et plusieurs universités qui ont créé donc cette nouvelle filière qui s'appelle AI High Tech en anglais, et ça apparaît un peu partout dans le pays, notamment, je sais qu'il y a un lycée à Hualien, un autre à Tainan, un à Kaohsiung, à Chiayi aussi. Donc c'est vraiment un peu partout, c'est pas forcément non plus que dans les grandes villes. Donc c'est ça aussi qui est un peu intéressant. Je pense que les petites villes et les endroits un peu moins exposés à la métropole ont plus envie de faire ce genre de programme pour se démarquer et attirer des élèves. Donc voilà, c'est pour faire la présentation. Il faut savoir que les enseignants donc, sont formés à l'intelligence artificielle avant de commencer le programme. Les cours deviennent donc interactifs et l'IA ne concerne pas plus seulement les cours d'informatique. Elle s'invite désormais dans tous les domaines, que ce soit la littérature, le design, les sciences ou encore des cours de communication. Alors parmi ces établissements pionniers, un nouveau vient s'ajouter. Il s'agit du lycée de Tinhe dans le nouveau Taipei, au sud de l'arrondissement de Zhonghua.
pour situer un petit peu, donc au sud de Taipei. Et déjà, il faut savoir qu'en fait, en tout cas dans ce lycée, il n'y a pas vraiment des horaires habituels de lycéens. Par exemple, l'article que j'ai pris pour en parler, il disait que les salles de classe étaient allumées jusqu'à 23h pour faire des échanges avec les États-Unis. Et plus précisément, un lycée dans le Colorado, c'est-à-dire avec 17 heures de décalage avec Taïwan, pour pouvoir communiquer et échanger sur les différentes méthodes d'enseignement et l'utilisation de l'IA. C'est donc, mais c'est aussi pourquoi ils font ça, c'est aussi parce que ils partagent aussi la même plateforme interactive pilotée par intelligence artificielle. Et donc les étudiants peuvent ainsi partager pas seulement des connaissances en IA, mais aussi des choses sur leur culture, les projets qu'ils mènent, et même juste des petits blogs sur leur quotidien, limite comme s'ils étaient camarades de classe. Et c'est une sorte de réseau social, mais dans un cadre d'apprentissage, encadré mais aussi dirigé par l'IA. Et ce n'est pas un événement exceptionnel, ces échanges internationaux font désormais partie de la routine scolaire des étudiants et pas forcément que avec les États-Unis. Il y a aussi dans les cours une ambiance très différente d'un lycée classique, notamment par exemple en biologie, les élèves utilisent la réalité augmentée pour observer les organes en 3D ou étudier des dissections virtuelles. C'est sûr que ça va changer beaucoup si c'est que de la dissection virtuelle, parce que je pense que c'était quand même, enfin en tout cas pour moi et pour pas mal de personnes de ma classe, c'était assez impactant de voir, je crois qu'on avait eu un cœur de bœuf, il me semble, où il fallait le manipuler et puis trouver l'artère aorte, la veine cave, les différentes ouvertures et de se le représenter, de le tenir entre ses mains. C'est quand même quelque chose qui permet de matérialiser autrement que si c'est juste une image 3D sur un écran. Ouais, ça, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir toucher, regarder, parce que peut-être qu'il y a des élèves qui peut-être ont envie de devenir médecin, par exemple. Mais ce que je trouvais un peu cruel à l'école, c'était de faire les dissections d'animaux, de petits animaux, comme moi j'avais dû disséquer une grenouille. Ça m'était aussi arrivé. Et ça, je pense que les grenouilles, elles ont forcément été tuées et amenées pour ça. Alors que le cœur de bœuf, j'imagine qu'ils vendent la viande du bœuf et ils sont allés chez les bouchers acheter des cœurs. Ce qui n'est pas moins cruel, mais... Oui, mais au moins elles sont mangées, alors que là, les grenouilles disséquées, ça partait à la poubelle après. Donc si ça peut éviter de faire des dissections et de tuer des animaux exprès, c'est peut-être pas mal. Perso, moi, c'était une blatte. On avait disséqué une blatte pour faire le système nerveux d'une blatte. Oh non, quelle horreur. Mais c'était des blattes aussi grosses que celles de Taïwan. Il faut qu'elles soient grosses pour que qu'on voit bien le système nerveux. Elles étaient importées de Taïwan, du coup? Je sais pas. C'était peut-être de l'élevage, je sais pas. C'est sûr qu'on a moins mauvaise conscience à tuer des blattes que des gros... Taïwan, t'as pas besoin de les élever, elles sont là partout. On peut même faire d'abord une séance de chasse à la blatte avant la séance de dissection. Mais c'est quelque chose aussi de très concret, parce que quand on parle de biologie, c'est des animaux, c'est du vivant, et d'avoir tout par ordinateur, ça me semble aussi s'éloigner de tout ça. C'est un peu moins responsabilisant, oui, je trouve aussi. Ouais. Et puis pour les personnes qui rêvent de devenir médecin ou quoi, mais qui ne supportent pas trop la vue du sang, qui ont la tête qui tourne ou quoi, c'est bien de se rendre compte un peu plus tôt qu'une fois qu'on est en première année de médecine et qu'on dit en fait c'est pas pour moi. Et il y en a tous les ans des cas comme ça par contre, hein. Même maintenant et même en ayant fait les dissections au lycée ou au collège. Ouais, c'est sûr que ça peut être impressionnant parfois, mais ça peut nous donner une idée de si t'aimes bien ça ou pas. Ouais. Oui. Ouais, si t'aimes trop ça, c'est peut-être un signe négatif aussi. Oui. Il faut se poser des questions. Mais je pense qu'il y a quand même un lien beaucoup plus émotionnel et plus fort quand t'as un animal ou une partie d'animal devant soi, c'est quand même pas la même chose, quoi. Et même pour d'autres matières que la biologie, je pense que c'est quand même très important de garder l'aspect humain au centre de tout ce qui est éducatif. Quand les technologies, les écrans prennent déjà autant d'espace, ça me semble quand même quelque chose sur lequel il faut faire attention. Voilà. Oui, et justement... des cours d'éducation civique qui semblent à la base quand même assez simples en termes d'interaction, intègrent des outils numériques et des analyses de l'actualité à travers de nouvelles technologies.
Alors c'est la proviseure du lycée qui présente le programme, elle s'appelle Johnson Ning et elle explique que cette transformation a véritablement commencé pendant la pandémie de Covid. À l'époque, l'école décide de former massivement les enseignants aux outils numériques afin d'intégrer durablement l'intelligence artificielle dans l'apprentissage. Aujourd'hui, presque tous les professeurs du lycée ont reçu donc cette formation spécialisée pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle plateforme, mais l'établissement insiste aussi sur un point essentiel, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à utiliser ChatGPT ou les logiciels qu'on appelle les LLM, les Language Learning Machines, qui sont en fait des grands modèles d'intelligence artificielle et ils utilisent plus des outils spécialisés dans chaque domaine. Le lycée a aussi développé avec l'université d'Hamgang un programme obligatoire consacré à l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc on se pose des questions, on essaie de comprendre les limites et les dérives de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir bien préparer aussi à vraiment utiliser l'intelligence artificielle dans de bons contextes. Les élèves y apprennent notamment les dangers des fake news, des biais algorithmiques, de la manipulation des images ou encore des problèmes liés aux données personnelles. Bon, en plus clair, Taïwan veut former des jeunes capables de comprendre l'IA, pas uniquement de le consommer. Et cette stratégie ne concerne pas seulement les grandes villes, donc comme je vous ai dit au début, le gouvernement cherche aussi à démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle dans les zones rurales grâce à des partenariats entre universités, écoles et entreprises technologiques, donc vraiment trisecteur comme on dit. L'idée est simple, éviter qu'une fracture numérique se crée entre les élèves des métropoles et ceux des régions plus isolées. Et pour Tinre, les résultats commencent déjà à se voir. Des élèves qui n'avaient jamais programmé utilisent aujourd'hui des outils d'IA pour développer des projets concrets, notamment pour des associations ou des organisations locales. Donc c'est déjà des semi-projets de travail, quoi. Au niveau lycée. Pour les responsables éducatifs taïwanais, l'école du futur ne se résume donc plus à des ordinateurs dans les classes. Elle devient un espace hybride, connecté au monde entier, où les élèves apprennent à collaborer, créer et réfléchir avec l'intelligence artificielle. Alors, si vous voulez un peu plus de tech, juste pour terminer, on peut dire que les étudiants utilisent principalement en fait un écran interactif qui s'appelle proposé par Logitech, qui s'appelle le Rallyboard 65. Ça a l'air d'être assez intéressant en termes d'outils de travail pour tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle, de l'interaction avec les élèves, etc. C'est assez courant, c'est déjà utilisé aussi en France. Et donc voilà, si vous vouliez un petit peu savoir quel logiciel ou quel outil ils utilisent principalement, c'est cet écran-là qui s'appelle donc le Logitech Rallyboard 65. Et donc voilà où on est Taïwan en tout cas dans ces projets de réforme de l'éducation. Pour l'instant, c'est encore des lycées pilotes. On verra à l'avenir ce que ça donne. D'accord, merci Valentin pour ce petit aperçu de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Mm-hmm. Alors, heureusement que c'était pas à mon époque, parce que moi, je me sens un peu dépassée par tout ça, déjà. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas forcément très, réceptifs à ces méthodes d'enseignement. Je pense qu'il y a, après, ça convient pas à tout le monde, ces méthodes, donc il faudra voir. Effectivement, mais ça peut être intéressant de savoir comment la totalité des élèves réagissent, justement, s'il y a des élèves qui sont un peu plus récalcitrants, et comment ça se passe pour eux. Oui, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'il y a en plus et qu'est-ce qu'il y a en moins un petit peu, qu'est-ce que ça change pour les élèves taïwanais. Ce sera à suivre sur du plus long terme, je pense, de toute façon. Tout à fait. Et donc c'est la fin déjà de cette émission aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Valentin Floquet, Florian Dai, Elisa Dufaux. Au revoir. Merci, au revoir.